On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on ne le voit pas. Une menace invisible mais bien réelle qui peut frapper à tout moment. Les cyberattaques. Ce sont un peu les nouvelles pirateries. Et le butin, eh bien, ce sont nos données. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet avec un événement qui est non seulement récent, mais aussi massif et qui rend la menace très concrète. On ne parle pas ici d'un film, mais bien d'une attaque qui a touché plus d'1 million de personnes en France. 1 200 000. Il faut prendre un instant pour réaliser l'ampleur de ce chiffre. C'est la toute première fois que des pirates informatiques réussissent un coup d'une telle envergure sur des fichiers fiscaux français. Autrement dit, les infos de 1,2 million de comptes bancaires sont désormais quelque part dans la nature. L'échelle est juste vertigineuse. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette fuite de données? On va essayer de décortiquer ça pour bien comprendre les risques réels, au-delà du choc provoqué par ce chiffre énorme. Voilà ce que les hackers ont maintenant entre les mains. Des noms, des adresses et surtout des coordonnées bancaires. Point très important à comprendre, avec ces infos, ils ne peuvent pas aller voir le solde d'un compte, ni faire un virement pour le vider. Non, le vrai danger, il est plus sournois que ça. C'est l'usurpation d'identité. C'est là qu'il faut bien séparer le mythe de la réalité. La menace, ce n'est pas le piratage spectaculaire où un compte est vidé en quelques secondes. C'est beaucoup plus subtil. En possédant ces informations, les pirates peuvent par exemple se faire passer pour un conseiller bancaire ou, pire, mettre en place des prélèvements automatiques frauduleux. Et face à ça, que faire? Eh bien, les autorités bancaires le martèlent. C'est le conseil numéro 1, la règle d'or absolue. Aucune banque, aucune administration sérieuse ne demandera jamais un mot de passe, un code ou un identifiant par téléphone ou par mail. Jamais. On a vu l'impact sur les particuliers. Mais maintenant, on va changer d'échelle, on va voir ce qui se passe quand ce n'est pas juste une personne qui est visée, mais toute une entreprise qui est prise en otage. Et là, on mesure vraiment le coût humain de ces attaques. Imaginez la scène. On est en septembre 2023. Nicolas Dubar, le patron de cette PME, arrive au bureau un matin comme les autres. Sauf que ce matin-là, plus rien ne marche. Aucun ordinateur ne s'allume, la chaîne de production est à l'arrêt total. C'est le début d'un véritable cauchemar. L'attaque est méthodique, presque chirurgicale. D'abord, la paralysie totale. Puis, le contact des pirates, qui réclament 100 000 euros. Et pour faire monter la pression, ils ne se contentent pas de menacer. Ils envoient une vidéo comme preuve, montrant tout ce qu'ils ont volé, y compris des documents personnels des employés. De quoi faire craquer n'importe qui. Cette phrase de Nicolas Dubar dit tout. La pression n'est pas que financière, elle est humaine, écrasante. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui est en jeu, c'est l'avenir de 50 familles. Et là, c'est le dilemme infernal. Payer, ça veut dire donner de l'argent à des criminels sans aucune garantie de récupérer les données ou qu'elles ne soient pas revendues. Ne pas payer, c'est prendre le risque que toutes les données sensibles soient publiées et c'est surtout devoir tout, absolument tout, reconstruire de zéro. Finalement, l'entreprise a pris la décision courageuse de ne pas payer. Mais regardez le coût de cette décision. La reconstruction de tout le système informatique a coûté 200 000 euros, soit le double de la rançon. Et depuis, l'entreprise doit dépenser 60 000 euros par an juste pour la sécurité. C'est colossal. On a vu les particuliers, on a vu les entreprises, mais la menace ne s'arrête pas là. Elle grimpe encore d'un cran. Et maintenant, elle touche nos institutions, même celles qu'on pourrait croire les plus protégées, comme nos prisons. Ce qui s'est retrouvé en vente sur le dark web, c'est absolument hallucinant. Pas seulement des noms, mais des plans détaillés de prison, l'emplacement de serrures défectueuses, la liste des caméras en panne et même les numéros de téléphone du personnel. De quoi donner des sueurs froides à l'administration pénitentiaire. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est « Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on peut pirater le système pénitentiaire aussi facilement ?» La réponse est à la fois simple et très inquiétante. Et voilà l'explication. Les prisons elles-mêmes n'ont pas été piratées directement. L'attaque est passée par ce qu'on appelle un maillon faible de la chaîne d'approvisionnement, en l'occurrence un petit sous-traitant mal sécurisé. Le pirate a trouvé un vieux mot de passe d'un employé sur Internet, s'est connecté et a pu télécharger tranquillement des centaines de gigas de données sensibles pendant près d'une semaine sans que personne ne s'en aperçoive. Et le pire dans tout ça, c'est peut-être la simplicité déconcertante de l'opération, résumée par le hacker lui-même, un jeune Français de moins de 20 ans. Relativement simple, ces mots font froid dans le dos. Bon, on a vu des cas précis, mais il est temps maintenant de prendre de la hauteur et de regarder les chiffres au niveau national. Et accrochez-vous bien parce qu'ils donnent le vertige. Une attaque toutes les 30 minutes, il faut s'arrêter sur ce chiffre. Ça veut dire que pendant que nous parlons, plusieurs entreprises ou administrations françaises sont en train d'être ciblées. C'est un véritable état de siège numérique permanent.
Et au niveau financier, c'est une véritable explosion. Le coût de la cybercriminalité en France a été multiplié par 20 en seulement 8 ans. On est passé de 5 milliards d'euros en 2016 à 100 milliards en 2024. Des sommes absolument colossales. Et ce chiffre, numéro 2, c'est la place de la France sur le podium mondial des pays les plus attaqués, juste derrière les États-Unis. On est clairement devenu une cible privilégiée. On a vu les individus, les entreprises, les institutions. Mais il y a une dernière dimension, une dernière perspective à prendre en compte. La dimension géopolitique. Parce que oui, les cyberattaques sont aussi devenues une arme de guerre. L'attaque contre les chemins de fer allemands en est un exemple parfait. L'arme utilisée, c'est ce qu'on appelle une attaque DDoS. Pour faire simple, imaginez que des milliers de personnes décident de se ruer en même temps sur la porte d'entrée d'un magasin, pas pour acheter, mais juste pour bloquer l'accès. Le magasin devient inaccessible. Eh bien, une attaque DDoS, c'est exactement ça, mais sur un site internet. Et voilà comment ça s'est passé. Une attaque massive est lancée, les serveurs sont inondés et pendant des heures, plus personne ne peut réserver de billets ou s'informer. L'infrastructure critique du pays est paralysée. Et derrière, on soupçonne un groupe de hackers pro-russes. Le but n'est plus de voler de l'argent, c'est de déstabiliser, de semer la confusion et la peur. C'est une arme de guerre moderne. Alors, face à tout ça, on peut se sentir un peu dépassé. Mais il y a quand même des gestes et des réflexes essentiels à avoir. Le mot d'ordre, c'est la vigilance. Vérifier régulièrement ses comptes, contacter sa banque au moindre doute et surtout, ne jamais, au grand jamais, communiquer ses codes ou mots de passe. Et on va finir sur cette question qui, je pense, résume bien le défi auquel nous faisons face. Dans ce monde où les menaces sont dématérialisées, où les attaquants sont invisibles, ça nous oblige à repenser complètement ce que veut dire être en sécurité.